C'est un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Fièche, qui est venu en voisin. Vous m'entendez bien, ça va? Oui. Alors, il est physicien des particules de formation, thèse en physique des particules, formation en physique des particules, puis doctorat en physique des particules au CEA de Saclay, donc pur produit du CEA de Saclay. Il est venu en voisin, donc je disais, en vélo, pas très loin d'ici. Formation en physicien des particules, mais il est venu en tant que cosmologue, puisque ça fait 15 années maintenant que vous travaillez dans ce nouveau domaine-là. Donc votre culture de physicien des particules vous sert dans la cosmologie, notamment pour étudier tout ce qui est grande structure dans le cosmos, quasars, galaxies, etc. Votre équipe au CEA de Saclay est impliquée dans l'analyse et dans la production de l'instrument DESI sans Y. Vous en parlerez, je crois. DESI qui est un spectrographe avec 5000 capteurs qui traque l'énergie noire dans le cosmos. Donc ça va être une grande partie de ce que vous allez nous présenter aujourd'hui. Vos travaux vous ont valu, vous êtes directeur de recherche aujourd'hui au CEA de Saclay, vos travaux vous ont valu notamment plusieurs distinctions, dont le prix Joliot-Curie de la Société française de physique en 2011. La thématique principale de vos travaux, je le disais, c'est aujourd'hui la cosmologie. Je ne vais pas prendre plus de temps et je vais vous passer la parole assez rapidement. Christophe, merci. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Donc merci pour l'invitation. Donc je vais vous parler des mystères de l'énergie noire et de la matière noire. Je vais essayer de décliner ces deux mystères à travers des projets qui sont essentiellement utilisés par des observateurs français comme Planck ou SNLS qui observent les supernovae, ou un projet américain où il y a une forte contribution française, SDSS, qui observe la distribution des galaxies dans l'univers. Mais avant de vous présenter tous ces projets, je vais d'abord vous faire un bref historique de la cosmologie. Alors, hop, est-ce que ça marche? Je sais pas. Le pointeur marche déjà. Attends. Non, mais là, je suis passé à la main. Ok, ça a l'air d'être parti. Donc voilà. Donc, je vais vous parler de l'univers qui est en expansion. C'est quelque chose qui a été introduit au début du XXe siècle. Et la première personne qui a eu cette idée, c'est Slipher, en fait, qui a étudié ce qu'on appelait des nébuleuses, qui maintenant on appelle ça des galaxies. Il s'est aperçu qu'elles s'échappaient de nous avec une vitesse qui était d'autant plus grande que cette nébuleuse, cette galaxie, était loin de nous. En même temps, un peu plus tard, en 1919, Einstein a proposé ses équations dans le cadre de la relativité générale. Et Einstein, quand il a voulu résoudre ses propres équations, il a introduit une constante cosmologique pour avoir une solution statique. En parallèle, l'abbé Lemaître, en 1927, lui, a proposé une solution qui n'était pas statique, avec un univers en expansion. Il a fait ça en 1927. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, en application de son premier papier, qui était rédigé en français, il y avait une application numérique avec des galaxies qui correspondait exactement à ce qu'on va appeler ensuite la loi de Hubble. Mais la vraie personne qui, finalement, a proposé une relation entre cette distance que l'on a à cet objet, qui va être une galaxie, et la vitesse d'échappement, c'est Hubble. Et il a trouvé une sorte de loi linéaire où on voit la pente de cette loi, qui va être finalement H0, le paramètre de Hubble, à cette époque était de l'ordre quelque chose de très grand, de l'ordre de 500 km par seconde et par mégaparsec. Alors, quelle est la contribution de Hubble? Finalement, la contribution de Hubble, lui, ça a été d'utiliser ce qu'on appellera des chandelles standards, qui sont des étoiles variables, des céphéides, et elles ont la propriété que, une fois qu'on connaît la variabilité et la période de ces céphéides, on peut en déduire très facilement la luminosité absolue. Connaissant la luminosité absolue, on a la luminosité qu'on observe dans notre télescope, on peut donc simplement en déduire la distance.
Donc la contribution de Hubble en 1929 à cette loi, finalement, ça a été le calcul de la distance le long de cet axe. Les mesures des vitesses ont été obtenues par Slipher. Et je vais vous expliquer comment il les a obtenues. Il les a obtenues par ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Donc c'est quelque chose que vous connaissez tous, le décalage vers le rouge. On peut l'apparenter à l'effet Doppler. L'effet de Doppler, vous le connaissez, quand, par exemple, une voiture s'approche de vous, le son est au début très aigu, puis lorsqu'elle s'éloigne de vous, le son est plus grave. Plus grave signifie une fréquence plus petite, donc une longueur d'onde plus grande. Donc ce qu'on mesure dans l'effet Doppler, ça va être la différence entre la longueur d'onde de la lumière que vous observez par rapport à la longueur d'onde de la lumière émise au repos. Donc voilà. Donc, typiquement, on va avoir par exemple une étoile. Ça, c'est un spectre d'étoile, spectre corps noir. Vous voyez vaguement la forme du corps noir. Mais ce qui nous intéresse dans ce spectre étoile, ce sont les raies d'absorption. Parce que les raies d'absorption, elles vont nous permettre de déterminer le redshift. Ici, lorsque vous avez une étoile qui est au repos, donc on va dire à z égale 0, ce paramètre-là, ce rapport-là, on va appeler le redshift, le décalage vers le rouge. Ensuite, si on s'éloigne un peu, vous voyez que les raies vont progressivement aller vers le rouge, jusqu'à, par exemple, dans le cas d'une galaxie très lointaine, où on va à z égale 0,25, vous voyez que la raie H delta s'est décalée sensiblement par rapport à la position au repos. Donc, le rapport, en comparant la position de la raie H delta, par exemple, avec la position au repos, vous allez en déduire le redshift. Donc, voilà comment on mesure les vitesses. Ensuite, donc, revenons à cette loi de Hubble, V égale H0D. Donc, vous avez, par exemple, ici, une illustration très simple avec un champ profond de l'Hubble Space Telescope, dans lequel vous voyez que en avant-plan, les objets étendus, donc ça va être des galaxies proches de nous, elles ont des couleurs plutôt bleues, tandis que les galaxies qui deviennent ponctuelles, beaucoup plus éloignées de nous, vont avoir une couleur plus rouge. Mais le redshift a aussi un intérêt, c'est-à-dire que si une galaxie est à grand redshift, ça veut dire qu'elle a émis sa lumière longtemps. Donc finalement, lorsqu'on va utiliser le redshift pour remonter dans le temps, c'est-à-dire qu'on va considérer que maintenant, à z égale 0, on est à t égale 0, où l'âge de l'univers est à peu près 14 milliards d'années, et lorsqu'on remonte dans le temps, on va avoir le z qui va croître. Par exemple, au moment de la recombinaison, on dira que le redshift vaut 1100. Alors, comment va se comporter la gravitation dans cet univers en expansion? On peut se dire que si on a de la matière classique, la gravitation va avoir tendance à freiner cette expansion de l'univers. Mais, vous allez voir, on va trouver une autre composante dans l'univers qui, elle, va avoir tendance à accélérer l'expansion de l'univers. Donc, qui va se comporter presque de façon répulsive par rapport à la gravitation. Alors, la vraie découverte, la première idée, c'est peut-être pas la vraie découverte de la matière noire, parce qu'on ne l'a toujours pas découverte, en fait. C'est Zwicky qui la propose en 1933. Alors, Zwicky, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le cluster de l'amas de Coma et il utilise un théorème du viriel, quelque chose qu'on utilise plutôt en mécanique statistique ou en thermodynamique. Et il a un potentiel, il calcule en gros l'énergie cinétique du système en considérant les vitesses de chaque galaxie. Et ce qu'il démontre finalement, c'est qu'il lui manque en gros 90%, voire 99% de la matière pour expliquer ce qu'il observe, pour expliquer les vitesses des galaxies au sein de cet amas de galaxies. Bon, Zwicky, c'était quelqu'un qui était un peu atypique, donc les gens ont laissé ça sous le coude, on n'a pas trop parlé. Et la vraie démonstration de l'existence de la matière noire, c'est lorsqu'on a observé les courbes de rotation des galaxies. Donc là, vous considérez tout simplement que vous avez un système avec une galaxie relativement massique, où vous voyez la distance qui est en kiloparsec, donc 1 parsec, c'est 3 années-lumière. Donc typiquement, la partie lumineuse centrale de la galaxie, c'est quelque chose de l'ordre
d'une dizaine, voire une vingtaine de kiloparsecs. Donc on considère tout simplement la conservation de l'énergie avec un système à l'infini, donc la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle est égale à 0, ce qui nous permet de déterminer la vitesse de rotation des astres lumineux, donc des étoiles au sein de cette galaxie. Et donc si la matière est essentiellement autour de la matière lumineuse, progressivement on s'attend à ce que la vitesse se mette à décroître en fonction de R. Or, ce qu'on observe, c'est que, en gros, la vitesse des étoiles relativement loin du centre de la galaxie continue à être constante. Donc, on est obligé d'ajouter une nouvelle composante qu'on va appeler de la matière noire, sous forme de halo. Ensuite, la proportion de matière noire est très variable. Par exemple, pour notre galaxie, la proportion de matière noire est de l'ordre de 90%. Si on regarde des systèmes de galaxies naines, qui sont des systèmes clusterisés au sein de notre galaxie, là, le rapport peut être de 1 à 60, c'est-à-dire on a essentiellement de la matière noire. Donc, toujours est-il qu'on a une observation et que pour expliquer cette observation, on est obligé d'introduire une nouvelle matière qui suit les lois de la gravitation, et on va appeler ça la matière noire. Il va y avoir une autre découverte très importante qui va être faite à la fin des années 98, et c'est une vraie révolution pour la cosmologie. Cette découverte va utiliser d'autres chandelles standards. Je vous ai parlé des premières chandelles standards qui étaient les céphéides. On va utiliser des supernovae, et plus exactement l'explosion des supernovae de type 1A. Donc si j'arrive à démarrer le petit film, ce qui n'est pas certain, voilà, vous voyez, c'est un système binaire où vous avez une naine blanche et une étoile. La naine blanche va aspirer en quelque sorte la matière provenant de l'étoile classique, et puis à un certain moment, elle va obtenir une taille critique qui est de l'ordre de 1,4 masse solaire. Il va y avoir un effondrement gravitationnel. Ensuite, des réactions de fusion vont entrer en jeu. Et à ce moment-là, on va avoir une explosion. Donc, en fait, c'est des chandelles standards. Pourquoi? Parce que ce phénomène se produit pour une masse de la naine blanche qui a absorbé une partie de la matière de l'étoile classique, qui est très bien connue, qui est très bien fixée. Donc, ça veut dire ensuite qu'on a une réaction thermonucléaire. Donc, on connaît parfaitement à 10, 15, voire 20%, le flux de lumière émis. Donc on va utiliser ça comme règle standard, comme chandelle standard, et de nouveau, même astuce, on mesure la luminosité, on connaît la luminosité absolue, donc on en déduit la distance. Et on fait ce diagramme de Hubble. Sur cet axe, vous avez la magnitude. Bon, les astrophysiciens, ils aiment bien tromper les gens. Donc plus c'est grand, plus le flux est petit. Bon, voilà. Donc plus c'est grand, plus c'est quelque chose qui est lointain, enfin qui a un flux petit et qui se trouve aussi lointain, et là en fonction du redshift. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si l'univers était fait essentiellement de matière classique qui gravite, bon, on a vu qu'une grosse partie était quand même de la matière noire, mais de la matière assez classique. À ce moment-là, on devrait suivre cette courbe-là, la première courbe. Et en fait, vous voyez que systématiquement, les supernovae sont au-dessus. Et en fait, elles sont au-dessus. Pourquoi? Ça signifie qu'elles sont plus faibles en intensité, en lumière, donc elles sont plus loin. Donc ça veut dire que ce qu'on prévoyait avec une accélération, avec une expansion classique, en fait, n'est pas vrai. Il y a donc une accélération de l'expansion de l'univers. Et donc, on va introduire cette nouvelle quantité qui est l'énergie noire et qui se comporte de façon répulsive vis-à-vis de la gravitation. Et après, là, je vous ai montré le résultat de 1998. Il y a très peu de points. On doute un peu encore. Mais là, grosso modo, on peut dire déjà que si on regarde le contenu énergétique de l'univers, ben, 3/4 de l'univers, du contenu énergétique de l'univers est fait de cette
énergie noire et un quart de matière classique. Donc si je résume, dans l'univers, je vais avoir en gros de la matière ordinaire, comme cette table, la matière baryonique, neutrons, protons. Dans ces 5%, il n'y en a qu'un pour cent qui est lumineux d'ailleurs. Donc en fait, nous, on observe dans l'univers qu'un pour cent de son contenu. Bon, on sait qu'il y a 5% qui est fait de matière classique. Ensuite, il y a 27% qui est fait de matière noire, qui se comporte de façon classique vis-à-vis de la gravitation. Et ensuite, la grosse fraction, c'est cette énergie noire qui, elle, se comporte de façon différente vis-à-vis de la gravitation. Et on peut considérer qu'elle est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Bon, ce que je vous ai présenté, c'est assez ancien finalement. C'est en 1998. Vous pouvez imaginer que depuis, on a fait des progrès. Et donc, on a intensifié la première méthode qui consiste à utiliser les supernovae comme chandelle standard. Donc, un exemple, il y a eu de nombreux projets. Donc, je vais être un peu chauvin, je vais vous présenter un projet français donc, qui s'appelle SNLS, qui commence à être un peu ancien maintenant, qui a une dizaine d'années. Donc, l'idée, c'est d'observer des supernovae, l'explosion de supernovae. Donc, ça veut dire que vous allez observer des régions du ciel, en fait, 4 régions de 1 degré carré qui sont distribuées dans le ciel, et ces régions, vous les observez de façon régulière. Vous les observez avec une caméra. À l'époque, la caméra, c'était une caméra de grand champ qui avait un champ de vue de 1 degré. Vous voyez la taille de la caméra, ça, ce sont les CCD qui sont sur la caméra. Donc, c'est quand même quelque chose qui est gros comme ça. Et vous l'observez avec un télescope de 4 mètres, qui est le télescope franco-canadien à Hawaï. Et le but du programme, c'était d'observer l'explosion de l'ordre de 400 supernovae. Vous avez vu que dans la première découverte, il y avait une poignée de supernovae, une quinzaine de supernovae. Donc le principe, vous voyez, vous observez des galaxies, et de temps en temps, vous allez observer une augmentation du flux lumineux, qui correspond à l'explosion de la supernovae. Donc typiquement, vous avez ce qu'on décrit ici, des courbes de lumière, qui représentent la magnitude, donc, qui a été mis à l'envers, donc plus c'est haut, plus le flux est grand, en fonction des jours. Donc on appelle ça une courbe de lumière, et il y a plusieurs filtres, on l'observe typiquement en 4 filtres. Vous voyez qu'on observe régulièrement, à peu près chaque jour. Donc là, il n'y a pas d'observation, ce n'est pas parce que les cosmologues sont feignants, c'est tout simplement qu'on est pendant la période de pleine lune, donc on ne peut pas observer des objets qui sont si peu lumineux. Et donc on va voir ces courbes de lumière, et lorsqu'on voit une augmentation brutale de la luminosité, on va détecter l'explosion d'une supernovae. Mais ce que je vous ai dit, c'est qu'on a besoin d'un autre ingrédient, il va falloir déterminer le redshift, le décalage vers la rouge, et aussi le type de la supernovae, parce que en fait, il y a beaucoup de types de supernovae. Il y a des supernovae de type 1A. Celle-ci, elle nous intéresse parce qu'il y a une explosion thermonucléaire, donc on connaît bien le flux émis absolu. Mais il y a d'autres types d'explosions de supernovae, essentiellement par effondrement gravitationnel. Et dans ce cas-là, ce ne sont pas des chandelles standards. Donc, dès qu'on a détecté une augmentation, en temps réel, on va faire un spectre avec un télescope beaucoup plus grand, typiquement un télescope de 8 à 10 mètres, Gemini, VLT ou le Keck. Et à ce moment-là, on peut déterminer le redshift avec une confirmation du type de la supernovae. Donc, où on en est maintenant? Je vous ai présenté tout à l'heure le diagramme de Hubble. Donc, rien que pour la partie qui concerne ce projet, SNLS, il y a de l'ordre de 400 supernovae. Vous avez aussi des observations à petit z qui permet de fixer la détermination de la courbe. Vous avez aussi d'autres
dans des redshifts intermédiaires, et à très grand Z, c'est obtenu avec le HST, donc le HST, c'est Hubble Space Telescope, c'est un satellite spatial. Et là, maintenant, on voit clairement que si l'univers était fait que de matière classique, on aurait la courbe noire, ça ne colle absolument pas du tout avec ce que l'on observe. Donc là, on a une preuve indiscutable de l'existence alors de cette accélération de l'expansion de l'univers. On peut après l'interpréter comme énergie noire. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Les gens ne vont pas s'arrêter là. Ils vont continuer à avoir des supernovae. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré la caméra sur le télescope de 4 mètres qui avait à peu près qui était grosse comme ça. Maintenant, vous pouvez voir, il y a un programme qui va se faire au Chili, qui s'appelle LSST, qui va démarrer en 2022. Là, vous voyez la taille du plan focal équipé avec des CCD. Vous voyez la taille de la personne. C'est en gros 5 à 6 fois plus grand en surface. Et là, on va observer des milliers de supernovae. Le seul problème, c'est qu'on ne sera pas capable d'obtenir tout de suite du temps sur des télescopes pour déterminer le redshift. Donc on va déterminer le redshift par des méthodes statistiques en utilisant les différents filtres qui permettent d'avoir une information un peu plus grossière sur le redshift, mais comme on fera une étude statistique, à la fin, on aura une information très pertinente. Maintenant, j'en viens à un autre aspect très important pour la cosmologie, qui est le fond diffus cosmologique. Donc, notre univers, on peut considérer qu'au début, il n'est fait que d'énergie, et puis il va y avoir cette expansion, et par une sorte de détente adiabatique qui se produit, et progressivement, la température va diminuer, les différents constituants de la physique des particules vont exister, c'est-à-dire on va partir au niveau des quarks, puis progressivement, on va aller jusqu'à la formation des protons, des neutrons. Et puis, il y a un moment très important qui est, on a donc une sorte de soupe, une sorte de plasma, dans lequel vous avez des électrons et des protons, et puis l'univers continue à croître, et puis sa température diminue, et vous allez atteindre la température autour de la dizaine d'électronvolts, qui correspond au moment où les électrons vont s'associer avec les protons pour former des éléments d'hydrogène neutres. Et à ce moment-là, les photons qui étaient dans cette soupe, dans ce plasma primordial, vont pouvoir s'échapper et vont nous donner une image de l'univers. Cet univers avait en gros 400 000 ans. Donc l'idée, on va étudier ce fond diffus cosmologique pour avoir une photo de l'univers très primordial, puisque l'univers a de l'ordre de 14 milliards d'années maintenant. Alors, de nouveau, je vais faire un petit rappel historique. La découverte est un peu fortuite, en fait. C'est des gens qui travaillaient sur des radiotélescopes, Penzias et Wilson, et qui ont observé, un peu par hasard, un bruit de fond correspondant à une température, donc à une fréquence de 7,5 cm, correspondant à une température de 2,7 Kelvin, qui était très uniforme. En fait, ce qu'ils avaient observé, c'est ce fond diffus cosmologique qui a une distribution de corps noirs parfaite. Et ensuite, on a essayé de l'étudier avec des satellites, parce qu'il y a beaucoup moins d'interférences électromagnétiques, donc c'est quand même plus facile que de le faire au sol. Il y a eu une série de satellites, en particulier les satellites COBE, qui a permis, comme je le montre là, de valider qu'on a une distribution de corps noirs parfaite, correspondant à une température de 2,7 Kelvin. Et aussi, ce qui est intéressant, a commencé à montrer des anisotropies, que la distribution n'était pas totalement uniforme. C'est ça qui est intéressant. Donc, l'idée, ensuite, ça a été d'aller étudier ces anisotropies, le fait que la distribution du fond diffus cosmologique n'était pas uniforme. Comme je l'ai dit, au sol, ça devient compliqué, on peut le faire, mais la meilleure solution, c'est de le faire dans l'espace, avec des satellites. Et dans ce cadre-là, l'ESA a lancé le satellite Planck, qui a observé donc le ciel pour étudier ces anisotropies du fond diffus cosmologique. En fait,
l'observation, donc on va aller voir des choses qui sont l'ordre de 10-4, 10-5, des anisotropies en température, et on a une sensibilité de l'ordre de 10-5. Donc ça me permet d'aller le voir. Mais c'est un peu compliqué. Là, vous voyez donc une carte du ciel en coordonnées galactiques. Ça veut dire que le plan galactique est là, et la ligne, la barre horizontale. Et vous voyez des contaminants. C'est pour différentes fréquences. La fréquence qui nous intéresse, c'est cette fréquence-là où on voit essentiellement le fond diffus cosmologique. Et à plus grande fréquence, tout devient rouge, c'est tout simplement les poussières de notre galaxie. Mais les poussières de notre galaxie sont aussi présentes là. Donc en fait, on va utiliser ces différentes fréquences pour faire un modèle pour déterminer la répartition des poussières de la galaxie, pour pouvoir les soustraire dans la zone qui nous intéresse, pour mesurer le fond diffus cosmologique qui, lui, a pour origine les premiers instants de l'univers. Donc sur cette petite simulation, vous voyez quelque chose de très intéressant. Donc on a un outil statistique qui consiste à faire le spectre de puissance de ce fond diffus cosmologique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, comment ça fonctionne, mais en gros, ça nous donne une courbe comme ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on est à Gratel, on est en train d'aller voir des structures très petites, à très petite échelle. Vous voyez la bande qui se déplace et vous voyez à côté le fond diffus cosmologique. Donc là, au début, on voit des grosses taches de l'ordre du degré, de quelques degrés. Et puis là, c'est des distances qui sont de l'ordre de quelques dizaines d'arcs-minutes. Donc, on trace ce spectre de puissance et on le confronte à la théorie. Et en fait, en le confrontant à la théorie, il nous donne des informations. Par exemple, la position de ce premier pic va nous renseigner sur la courbure de l'univers et sur la quantité d'énergie noire. L'amplitude de ce premier pic va nous informer sur la quantité de matière baryonique, les 5% dont je vous ai parlé. Donc, la position, ça nous renseigne sur les 68%, l'amplitude, ça nous renseigne sur les 5%, et puis le rapport entre celui-là et celui-là nous donne l'information entre la quantité de matière sombre, noire, et la matière baryonique. Donc, finalement, on est capable de mesurer la répartition de matière, le bilan de matière au moment de la recombinaison, c'est-à-dire 380 000 ans dans l'histoire de l'univers. À ce moment-là, l'univers est essentiellement dominé par de la matière noire, pas de l'énergie noire. On ne la voit pas, l'énergie noire. En fait, l'énergie noire, elle arrive juste à la fin. Il y a des atomes, de la radiation et des neutrinos qui sont très énergétiques, en fait. Donc, qui comportent une grosse partie du bilan énergétique de l'univers. Donc, comment on fait pour comparer cette observation, finalement, à l'observation qu'on a avec les supernovae? On reprend la théorie proposée par l'équation d'Einstein. On fait des hypothèses hyper simples, qu'on a un fluide, que c'est isotrope. Ça revient à une équation toute simple. Et après, on applique cette équation. Et à ce moment-là, ça se déroule en fonction du temps. Et hop, vous avez vu une période, si je le refais, qui était dominée par la partie verte, c'est-à-dire la matière noire, puis ensuite l'énergie noire, comme actuellement. Et en fait, si on propage ces équations, on arrive à quelque chose qui est très proche des observations qu'on a obtenues avec les chandelles standards, les supernovae. Donc on a un modèle, qu'on dit un modèle de concordance, qui arrive à bien reproduire à la fois ce qu'on observe localement, c'est-à-dire avec les supernovae, un redshift qui est très petit, qui est l'ordre de 1, 2, c'est-à-dire de la lumière qui a été émise il y a quelques milliards d'années, 5, 6, 8 milliards d'années, et de la lumière qui vient du CMB, qui a été émise au tout début de l'histoire de l'univers, donc qui a été émise il y a en gros 14 milliards d'années. Donc là, on a quelque chose qui ne marche pas trop mal. Donc, mais c'est bien en science d'avoir d'autres méthodes pour
confirmer deux études. L'autre méthode, c'est, donc on a parlé de chandelle standard, on va parler maintenant de règles standards. Donc la méthode utilise les oscillations baryoniques acoustiques. Les oscillations baryoniques acoustiques, d'où elles viennent? Mais je reviens au début. Je vous ai dit l'univers, début de l'énergie, cet univers va être en expansion, une sorte de détente adiabatique, donc il va se refroidir. Mais tant que les électrons ne sont pas associés aux protons, pour former de l'hydrogène neutre, par exemple, c'est une sorte de plasma. Dans ce plasma, vous pouvez avoir des ondes acoustiques qui vont se propager. Et c'est ces ondes acoustiques qu'on va étudier. Donc vous avez, tout simplement, c'est des ondes acoustiques. Vous partez d'une... Donc, au début, dans l'univers, vous avez vu dans le CMB, dans le fond diffus cosmologique, vous avez des zones plus chaudes que d'autres, donc il y a plus de matière que d'autres. Donc, finalement, l'univers, il est composé de grumeaux. Ces grumeaux, ce sont les grumeaux dans lesquels on va vivre à la fin. C'est les grumeaux qui vont nous permettre de créer, de former des galaxies, ainsi de suite. Mais, donc, imaginons qu'on ait un de ces grumeaux, et à partir de ces grumeaux, il va se propager des ondes acoustiques, comme vous le voyez là. Et ces ondes acoustiques, elles se propagent à une vitesse qui est très bien connue, c'est c sur racine 3. Donc, on connaît très bien la vitesse de propagation. Ensuite, on sait exactement le moment où elles vont arrêter de se propager. Elles arrêtent de se propager lorsque les électrons s'associent aux protons pour former la matière neutre, l'hydrogène neutre. Donc on connaît la vitesse, on connaît le temps, donc on connaît très bien le parcours de ces ondes acoustiques. Donc ça signifie qu'on part d'une perturbation, l'onde acoustique se propage, hop, elle s'arrête. Donc finalement, et lorsqu'elle s'arrête, il y a de nouveau une accumulation de matière. Donc si je regarde la position de la première perturbation et du moment où elle s'arrête, ben, il va y avoir deux endroits où il y a de l'accumulation de matière. Donc finalement, maintenant, on peut se dire, si je considère l'univers ensemble, si je regarde un endroit où j'ai une galaxie, donc qui correspondait à un endroit où il y avait une surdensité de matière, une accumulation de matière, eh bien, j'ai pas mal de chances de retrouver une galaxie à cette distance caractéristique qui est obtenue par la vitesse, qui est c sur racine 3, et le temps qui correspond à 400 000 ans. Et cette distance caractéristique, c'est 105 ou c'est 150 mégaparsecs. Donc, ici, vous avez je ne sais pas si vous voyez, une simulation qui représente la formation des structures au sein de l'univers à partir de ces fluctuations primordiales. Et vous voyez que dans certaines zones vont se former des galaxies, et c'est ces zones où se forment ces galaxies qui vont nous intéresser. Donc on va faire une étude purement statistique. On va maintenant considérer l'univers. On va, dans cet univers, déterminer la position de toutes les galaxies. On le détermine à la fois spatial, à 3 dimensions. Donc, sur la voûte céleste, ça va être la position XY, si vous voulez. Et avec le redshift, on va obtenir le Z, la 3e dimension. Donc, on va faire un sondage, un relevé de la position de toutes les galaxies. Et on va considérer toutes les galaxies, on va les associer aux autres. Et on va finalement faire un comptage où on considère les paires de distance. Et on espère observer une probabilité plus grande de trouver 2 galaxies à une distance de 150 mégaparsecs. Donc cette idée a été développée et elle a été mise en œuvre par SDSS. Donc c'est un projet que je vais vous décrire. Et dans ce projet-là, on a utilisé un traceur de la matière, qui sont des galaxies assez particulières, qui sont des galaxies rouges. Et donc, comme je vous ai dit, on fait un simple histogramme. Donc on considère toutes ces galaxies rouges. Pour toutes les galaxies, je calcule la distance, et je mets ça dans un histogramme. Et on voit qu'il y a une
une probabilité un peu plus grande de trouver des galaxies à une distance de 150 mégaparsecs. Ici, c'est 105 parce qu'il y a H-1, mais c'est 150 mégaparsecs. Donc l'idée maintenant, c'est de... Là, c'est la découverte en 2005. Donc, j'ai découvert à 3 sigma, on y croit pas. C'était contesté, hein, je dois vous dire. Mais l'idée, c'est d'utiliser ça comme règle standard. Maintenant, je me dis, OK, je vais prendre des tranches d'univers. Pour chaque tranche de l'univers, je vais faire cet histogramme. Je vais chercher la position de ce pic et je vais le comparer à ce que j'attends. Donc, vous êtes l'observateur. Vous prenez une tranche de l'univers. Dans cette tranche de l'univers, vous faites cet histogramme. Et soit, par exemple, vous trouvez 140 mégaparsecs au lieu de trouver 150 mégaparsecs, ça veut dire que ce qui est entre vous, observateur, et l'endroit où vous avez fait votre sondage a modifié votre mesure. Et qu'est-ce qui est essentiellement maintenant dans l'univers, entre vous et, par exemple, quelque chose à un redshift de 0,5 ou de 0,6, voire 1, c'est de l'énergie noire. Donc, en comparant la mesure que vous obtenez avec ce mètre étalon de 150 mégaparsecs, vous pourrez en déduire quelle est la composition de l'univers en énergie noire. Et typiquement, si vous vous trompez de 10%, à ce moment-là, ça veut dire que vous avez en gros 20% en moins d'énergie noire. Voilà. Donc c'est quelque chose de très précis. Alors, comment on le fait? Typiquement, on utilise un télescope, pas très grand, un télescope de 2,50 mètres. C'est pas un grand télescope, mais avec un grand champ de vue, parce qu'on veut observer énormément de surface. C'est une mesure statistique, donc il nous faut énormément de paires. Donc il faut avoir le plus d'objets possible. Et on a différents types d'objets, on appelle ça des traceurs. Par exemple, si on se place entre un redshift autour de 0,7, entre 0,3 et 0,7, on utilise ce qu'on appelle des galaxies rouges. Donc c'est des galaxies très anciennes, très grosses, qui ont été formées par mergeurs d'autres galaxies. Si on veut aller plus loin, par exemple, on va utiliser des quasars, parce que les quasars, ils ont l'avantage d'être très lumineux. Les quasars, c'est typiquement un trou noir, très gros trou noir au sein d'une galaxie qui est en train d'accréter, donc qui devient très lumineux. Donc on peut aller observer des galaxies qui contiennent un quasar à des redshifts de 2, 3, ce qui serait impossible avec une galaxie classique. Après, il y a des galaxies intermédiaires, des galaxies, par exemple, qui sont plus jeunes dans leur histoire, qui sont en train de former des étoiles. Donc, dans ce type de galaxies, vous allez voir des raies d'émission. Donc, vous avez tout. Et donc, il y a toute une zoologie qui va nous permettre de mesurer cette longueur caractéristique qui devrait être autour de l'ordre de 150 mégaparsecs. Alors, la technique, c'est on ne peut pas faire le spectre de tous les objets. Ce n'est pas possible parce que, par exemple, dans un degré carré, vous avez typiquement de l'ordre, ça dépend de la profondeur à laquelle vous allez, mais vous avez typiquement de l'ordre de 10 000 objets. Donc, il faut faire une sélection. Alors, cette sélection, on l'a fait sur la mesure qu'on a faite pour 4 bandes. Donc, vous voyez le spectre qui est hyper précis, ça c'est un quasar. Et en fait, on intègre la lumière sur cette bande, cette bande, cette bande, cette bande. Mais ça va nous donner en gros une façon d'identifier et de sélectionner l'objet qu'on veut. Donc si on veut regarder un quasar, on compare les différents flux dans chaque bande pour en déterminer si c'est un quasar ou pas. On a des algorithmes qui reposent sur du machine learning essentiellement maintenant, et ça nous permet de dire, tiens, celui-là, il a bonne chance d'être un quasar. Donc on donne sa position. Ensuite, dans SDSS, on a un grand disque en aluminium dans lequel on fait des trous qui correspondent exactement à la position de l'objet. Et à la position de l'objet, on va mettre une fibre. Cette fibre, on va le mettre dans un spectrographe. Le spectrographe va étaler la lumière. Et ensuite, on va observer ça sur un CCD. Donc là, chaque ligne correspond à une fibre. Et là, ça correspond à la longueur d'onde. Et donc, on a un spectre tel que celui qu'on voit là, pour chaque ligne. Alors, en fait, je vais vous montrer comment c'est fait en pratique. C'est assez artisanal.
voyez donc cette grosse plaque. Dans cette grosse plaque, on a mis des trous où on sait qu'on a une galaxie ou un quasar qu'on veut observer. Et après, il faut associer une fibre à chaque trou. Et c'est fait manuellement. Voilà. Voilà un petit film. On vous montre comment on fait. Donc ça prend en gros demi-heure pour mettre les fibres. Donc ce travail-là, il est fait avant d'observer. Donc typiquement dans la journée, vous préparez vos plaques avec les fibres qui sont connectées. Et puis, typiquement, dans une nuit, on va observer de l'ordre de 7 à 9 plaques. On a des plaques qui sont prêtes. Et puis, au bout de 15 à 40 minutes d'observation, on change la plaque et on met une autre plaque qui a été pluguée. Ça prend à peu près un quart d'heure. Donc, ce n'est pas optimal. Et vous verrez à la fin que maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus rapide. Toujours est-il que, grâce à cette technique, on arrive à mesurer le redshift de millions d'objets. Et maintenant, typiquement, voilà ce qu'on observe pour un des traceurs. Je vous dis, il y a plusieurs types de traceurs. Pour un des traceurs, qui sont des galaxies rouges, très lumineuses, vous voyez le pic qu'on distinguait difficilement avant. Maintenant, on le distingue très précisément. Et on peut faire un ajustement et déterminer la position de ce pic. Donc maintenant, on est capable d'utiliser la position et de la comparer à ce qu'on attendrait, par exemple, avec Planck, avec ce nid Planck. Et là, vous avez une comparaison de ce qu'on attendrait à noir à partir des mesures de Planck, de la cosmologie, du fond diffus cosmologique, et les différentes mesures qu'on obtient pour différents types de traceurs. Donc là, c'est des quasars. Là, c'est l'absorption dans les forêts Lyman alpha des quasars. ELG, ce sont des galaxies jeunes, bleues. Et vous voyez qu'il y a un parfait accord. Donc, en quelque sorte, cette technique, où on utilise une règle standard, a validé les observations de Planck. Donc, il y a une bonne cohérence entre les différentes observations. En fait, il y a une bonne cohérence, mais il y a quelque chose qui cloche. Parce que plus on gratte, plus on devient précis, plus on trouve des problèmes. Tout marche bien, sauf un paramètre qu'on mesure. Et de nouveau, c'est le paramètre de Hubble. Et il y a une très forte discussion de la communauté des cosmologues sur ce paramètre de Hubble. Donc, je vais vous présenter le problème. Donc, le paramètre de Hubble, il est mesuré par différentes méthodes, mais localement, par exemple, avec une méthode qui repose sur des supernovae. C'est une méthode qui se fait de proche en proche. On commence par calibrer en utilisant des céphéides. Les céphéides, c'est des étoiles variables qui sont, donc vont nous permettre qu'on calibre d'ailleurs avec des méthodes de parallaxe. Méthode de parallaxe, on calibre les céphéides. Des céphéides qui sont soit dans le Milky Way, donc dans notre galaxie, soit dans le nuage de Magellan, soit dans Messier 31. Ensuite, on va observer plus loin des galaxies dans lesquelles on a des explosions de supernovae de type 1A et qui contiennent aussi des céphéides. Donc on va utiliser la calibration des céphéides pour calibrer les supernovae de type 1A. Et ensuite, on va utiliser ces supernovae de type 1A pour mesurer le H0. Ce qui se passe, c'est que H0 déduit des observations du CMB, le fond diffus cosmologique, est autour de 67,4 km par seconde et par mégaparsec. Et pour les supernovae, on a quelque chose de 74. Donc, il y a un sérieux désaccord entre les deux. Et ça, on appelle ça une tension, une forte tension, qui est de l'ordre 4 sigma, lorsqu'on compare ces deux mesures, mais qui est encore plus prononcée si on utilise une autre méthode, qui est une méthode assez maligne, qui consiste à regarder des quasars. Des quasars qui sont lentillés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des quasars, donc c'est la source, dont la lumière passe très proche d'une galaxie, de quelque chose de très massique. À ce moment-là, la lumière est défléchie et on va observer, au lieu d'observer un simple quasar, on observe 4 images. Le chemin, comme la lentille n'est pas parfaitement alignée avec la source, qui est le quasar,
le chemin parcouru par la lumière pour cette image ou cette image n'est pas la même. Elle n'a pas la même longueur. Donc ça signifie, comme ce sont des longueurs de l'ordre du gigaparsec, que les signaux ne vont pas arriver en même temps. Dans ce cas-là, on va utiliser des quasars. Les quasars, ils ont la propriété d'avoir leur flux de lumière qui évolue et qui est très variable, tout simplement parce que dans ce quasar, il y a un trou noir, et la matière qui tombe sur ce trou noir par accrétion tombe de façon intermittente. Donc finalement, on voit la luminosité qui va varier. Et si on place la courbe de lumière, donc c'est la luminosité ou la magnitude, en fonction des jours d'observation, on a des variations. Ce qui nous intéresse ici, c'est on a 4 images, A, B, C, D. Vous pouvez voir par exemple que les variations, on les observe sur les 4 images, mais décalées dans le temps, parce que le chemin n'est pas le même. Et le décalage dans le temps est relativement important, c'est de l'ordre de quelques jours. Donc, en utilisant le fait que le chemin n'est pas le même, on peut avoir une contrainte sur H0, et on peut mesurer H0. Le résultat, c'est qu'avec cette méthode, on trouve une mesure de H0, qui est en rouge, qui est comparable à ce qu'on a avec les supernovae. Donc, avec le BAO, donc les oscillations baryoniques acoustiques, on a une valeur qui est comparable à ce qu'on trouve avec Planck. Donc finalement, on a 2 types de mesures. Une mesure qui correspond à un univers très primordial, qui donne une valeur de H0 assez basse, et des mesures qui correspondent à un univers plus structuré, plus récent, qui donne des valeurs de H0 beaucoup plus grandes. Et on peut voir que statistiquement, les différentes valeurs ne sont pas, les différentes mesures ne sont pas en accord. L'accord est de l'ordre de 5 sigma. On appelle ça la tension sur H0, qui est, plus on va, plus elle a tendance à s'accroître. Donc on a plusieurs interprétations. La première interprétation, ça veut dire que, ils se sont trompés, hein, que soit la mesure est fausse, ou soit les erreurs sont fausses. Moi, j'irais un peu vers ça, mais bon, ok. Mais nos théoriciens, ils trouvent vachement amusant des cas comme ça. Donc il y a pléthore de nouveaux modèles qui sont en train d'émerger, où l'énergie, par exemple, va évoluer en fonction du temps, où on a l'énergie noire va évoluer en fonction du temps, où on a des modèles d'énergie noire, où l'énergie noire est très importante au début de l'univers. Donc, vous voyez, on croyait avoir quelque chose qui marche parfaitement, et il y a des questions qui existent encore en cosmologie. Alors, comment on pourrait y répondre à cette question? Il y a une méthode très, très élégante qui consiste à utiliser ce qu'on vient d'observer très récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ce sont les coalescences de, par exemple, le trou noir, qu'on observe avec des ondes gravitationnelles. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la coalescence, le merging de 2 étoiles à neutrons, parce que lorsque les 2 étoiles à neutrons vont se mettre ensemble, au cours de ce processus, il y a émission d'énergie, et surtout gravitationnelle, mais aussi énergie électromagnétique sous forme de photons. Et donc on peut observer une contrepartie optique à ces phénomènes de coalescence. On a maintenant une dizaine de détections d'ondes gravitationnelles qui correspondent au merging de 2 trous noirs. On a une seule détection d'ondes gravitationnelles qui correspond à la coalescence d'étoiles à neutrons. Mais rien qu'avec cette mesure, puisqu'on a le redshift qui est déterminé par la contrepartie optique et la distance qui va être déterminée par l'amplitude de l'onde gravitationnelle. C'est la même chose. On connaît parfaitement le modèle, dont on est capable de déterminer l'énergie ou l'amplitude qui est émise aux mesures sur Terre, donc on a déduit une distance. Donc on a une nouvelle chandelle standard qu'on va appeler une sirène standard, puisque ça ressemble à un son qui est émis par les ondes gravitationnelles. Et la contrainte qu'on a, pour l'instant, elle est très grande. C'est-à-dire on a H0 qui vaut 70 plus ou moins 12, moins 8. Vous voyez les 2 problèmes qu'on a
ici c'est le CMB, ici c'est les supernovae. Bon, ça tombe bien, hein, c'est juste entre les deux. Mais l'incertitude est très grande, donc ça ne permet pas de conclure. Mais on peut espérer, dans un futur relativement proche, avoir plusieurs dizaines, voire une centaine de coalescences d'étoiles à neutrons. Et dans ce cas-là, par exemple, juste avec 15 étoiles à neutrons, on est capable de lever l'incertitude entre la solution H0 bas, avec le fond diffus cosmologique, ou avec les oscillations baryoniques acoustiques, ou avec les supernovae et les quasars lentillés. Donc ça constitue vraiment l'avenir, et peut-être on va pouvoir répondre à cette question assez rapidement, d'ici quelques années, ce qui est rapide pour la science. Actuellement, il y a plusieurs interféromètres pour détecter les ondes gravitationnelles. Ces interféromètres fonctionnent dans un run qu'on appelle O3 depuis avril 2019. Ils ont eu 2 alertes de coalescence d'étoiles à neutrons. Donc, si on continue comme ça, s'ils tournent pendant quelques années, on peut arriver à 15 et peut-être on aura une réponse soit là, soit là. Pour finir, le futur. Dans le futur, il y a énormément de projets. Je vous ai présenté les oscillations baryoniques acoustiques. Donc, c'est le projet dans lequel je travaille, DESI, qui va commencer très prochainement. Il y a un projet identique, similaire, qui est Euclide, qui est sur un satellite. Il y a LSST, je vous en ai parlé, c'est celui-là où on a vu le plan focal avec un CCD qui était gros comme ça, avec une somme de CCD qui était énorme. Il y a d'autres projets pour étudier le fond diffus cosmologique et puis pour les interféromètres, pour étudier les ondes gravitationnelles. On va maintenant avoir des projets avec 3 bras qui vont faire 5 km comparé aux projets actuels qui sont entre 2 et 3 km. Donc ça, dans un avenir proche, on va avoir des mesures qui vont nous permettre de décider un peu sur les différentes possibilités. Et juste pour terminer, je vais vous présenter quelques photos du projet dans lequel je suis. Donc vous avez vu, quand je vous ai parlé de SDSS, de BOSS, on avait un petit télescope de 2,50 m. Maintenant, on a un télescope qui fait en gros 4 mètres. Pour SDSS, on avait 1000 fibres qu'on pluguait à la main sur une plaque. Maintenant, on a un système où on voit 1/10 du plan focal avec chaque point correspond à un positionneur d'une fibre qui est automatisé. Et on peut voir, si ça marche, vous pouvez voir le mouvement des différents positionneurs. Donc en 2 minutes, on change la position de la fibre. Avant, il fallait arriver avec sa plaque, la pousser, la mettre au point focal, et ça prenait entre un quart d'heure et demi-heure. Donc maintenant, il y a des vraies machines pour observer les galaxies lointaines et pour faire des sondages de galaxies. Dans le projet BOSS SDSS, on mesurait 1 million de galaxies, mesurer, c'est-à-dire position et redshift. Avec ce projet-là, en 5 ans, on va faire 20 millions de galaxies, 2 ou 3 millions de quasars, puis 20 millions de galaxies lointaines, j'avais dit, et 20 millions de galaxies proches, c'est-à-dire un redshift autour de 0,2, 0,3. Donc, ça avance. Il y a de plus en plus de projets. Et pour les jeunes qui sont ici, si vous êtes intéressés par des thèses, on propose des thèses sur ce projet-là, DESI. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, merci. Et merci beaucoup. Ça levait le voile sur une partie de l'énergie noire. Donc, question ? Il faut parler fort.